Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Chère sourisette, décidément, je préférerais vous parler de sujets un petit peu plus légers. Mais malheureusement, notre liberté d'instruction est encore et toujours menacée. Si vous m'écoutez depuis quelques mois, vous êtes forcément au courant du fameux projet de loi contre les séparatismes qui est devenu le projet de loi confortant les principes de la République. Et dans la première mouture de ce projet de loi, le gouvernement voulait tout simplement interdire l'instruction en famille, excepté dans des cas très particuliers de familles itinérantes, d'enfants sportifs de haut niveau, etc. Et puis, le Conseil d'État a fait quelques remarques, malgré tout, au gouvernement, pour lui signaler que ce projet de loi était tout simplement anticonstitutionnel. Le gouvernement a donc revu sa copie et a rajouté une espèce de motif balai, un motif de dérogation supplémentaire qui, d'après lui, rendrait le texte à nouveau constitutionnel. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce fameux motif de dérogation balai dans la suite de ce podcast, mais suite à cette modification du projet de loi, on a vu fleurir dans la presse, dans les médias, toutes sortes d'articles parlant du recul du gouvernement sur le projet de loi et affirmant que désormais ce projet de loi ne pouvait plus poser de problème à personne, grosso modo. Et peut-être que c'est ce que vous vous dites aussi. Peut-être qu'il vous semble que ce projet de loi est bon maintenant. Ou peut-être avez-vous dans votre entourage beaucoup de gens qui s'imaginent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que les familles qui pratiquent l'instruction en famille n'ont plus de quoi se plaindre. Eh bien, j'en suis absolument désolée, mais non, ce projet de loi n'est toujours pas satisfaisant. Absolument pas. Ça va donc être le thème de ce podcast d'aujourd'hui, mais juste avant, simplement pour quelque chose d'un peu plus positif en début de podcast, je voudrais remercier Charlie Chapley qui a laissé cet avis sur Apple Podcast en écrivant « Merci » avec 5 étoiles. Un rituel indispensable pour moi sur le trajet de l'école. Enseignante depuis 9 ans en maternelle, j'ai soif d'apprendre et de m'adapter au mieux aux besoins de mes petits élèves. Merci pour votre travail, Charline. Alors Charline, merci beaucoup. Ça me touche d'autant plus que vous êtes enseignante. Donc c'est votre métier d'instruire et d'enseigner aux enfants. Donc c'est d'autant plus flatteur pour moi, touchant pour moi, que vous appréciez mon travail à travers le podcast et les formations que je propose. Donc merci infiniment. Revenons-en, après cette petite pause, à notre sujet un peu plus grave du jour, le fameux projet de loi contre l'IEF. Cette nouvelle mouture est un changement qui va, si l'on peut dire, plutôt dans le bon sens. Mais est-ce que c'est satisfaisant ? Non, toujours pas. Pourquoi ? Avant tout, c'est un problème de principe. Cette loi remet en question, ce projet de loi remet en question cette liberté fondamentale que nous avons, qui est reconnue par le Conseil constitutionnel, cette liberté du choix du mode d'instruction pour nos enfants. Nous avons, en tant que parents, le devoir d'assurer une instruction à nos enfants, mais nous avons aussi le droit et la liberté de choisir le mode d'instruction de nos enfants. Et vous vous rendez bien compte que si on passe à un régime dérogatoire, c'est-à-dire une interdiction de principe de l'instruction en famille, de l'école à la maison, avec simplement des dérogations qui vont être accordées par l'État, eh bien on renverse totalement les choses. Ce n'est pas l'État qui est responsable de l'instruction de nos enfants. Ce n'est pas l'État qui nous fait une faveur en nous autorisant, en nous permettant d'instruire nos enfants. C'est nous qui portons cette responsabilité de l'éducation de nos enfants et qui la déléguons à l'État lorsque nous mettons nos enfants dans une école publique ou qui la déléguons
à d'autres personnes lorsque nous les mettons dans une école privée, ou qui l'assumons pleinement lorsque nous pratiquons l'instruction en famille. Et ce choix entre ces différentes possibilités, il est le nôtre. Il n'appartient pas à l'État. Et on renverse totalement les valeurs. En fait, historiquement, l'objectif de l'État en matière d'éducation, et ce depuis bien longtemps, depuis plusieurs siècles d'Ancien Régime, consistait à offrir aux enfants la possibilité d'une instruction, à permettre à tous d'être instruits, s'ils le souhaitaient, et comme ils le souhaitaient, et aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Puis, on est passé à une obligation de l'instruction, au départ de 6 à 16 ans, puis de 3 à 18 ans, puis on est passé, on menace là de passer non plus, de laisser derrière nous cette vision d'un État qui permet aux enfants de s'instruire, qui leur offre cette possibilité, à un État qui impose son instruction à tous. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc sur le principe même, cet article 21 du projet de loi confortant les principes de la République doit disparaître. Et c'est sur ce principe même qu'il reste anticonstitutionnel. Il y a d'ailleurs de nombreux avocats constitutionnalistes qui ont travaillé sur la question. Il y a des associations qui ont transmis des mémoires de juristes, d'avocats, justement pour mettre en évidence l'anticonstitutionnalité de ce texte. Et j'espère que très vite, l'Assemblée, le Sénat prendront conscience que ce texte ne peut pas passer en l'état et qu'il faut tout simplement supprimer au moins cet article 21. Pour illustrer cette question de notre liberté, de notre responsabilité en tant que parents d'assurer l'instruction de nos enfants, je voudrais simplement faire ce parallèle avec vous. Pratiquer l'instruction en famille, pratiquer l'IEF, c'est comme faire son pain à la maison. C'est quelque chose de naturel. On va adapter son pain à sa famille. Peut-être êtes-vous plutôt pain complet quand nous serons plutôt pain blanc. Peut-être préférez-vous les baguettes et nous, le gros pain à rompre. Peut-être que vous préférez votre croûte croustillante et nous moelleuse. Peut-être que vous mangez votre pain chaud ou froid, plus aéré ou plus dense. Ce sont des préférences personnelles et vous allez adapter votre pain quand vous le faites à la maison, au goût de votre famille et aux besoins de votre famille. Exactement comme on adapte l'instruction que l'on donne à ses enfants lorsqu'on pratique l'IEF. On va choisir d'avancer plus vite en maths, on va passer beaucoup plus de temps dans la nature, ou bien on va rajouter de la programmation informatique, on va aller faire une sortie au musée, on va plutôt accorder une grande place aux expériences scientifiques. Bref, chacun va adapter son mode d'instruction à ses enfants. Par ailleurs, c'est très bien qu'il existe des boulangeries. Les boulangeries permettent de décharger la plupart des familles qui n'ont pas le temps ou qui ne souhaitent pas prendre le temps de faire leur pain elles-mêmes. Peut-être parce qu'elles ne s'en sentent pas capables, ou tout simplement parce qu'elles préfèrent consacrer leur temps à autre chose, à leur métier, à des moments de qualité passés en famille. Eh bien, c'est la même chose pour les écoles. Heureusement qu'il existe des écoles. Car la plupart des gens n'ont pas la disponibilité, les moyens, car souvent ça implique que l'un des deux parents arrête de travailler ou travaille en horaire réduit. Tout le monde n'a donc pas la possibilité de pratiquer l'instruction en famille, ou ne s'en sent pas capable, ou n'en a pas envie, tout simplement. Donc heureusement qu'il existe des écoles. C'est très bien. Mais certaines familles préféreront toujours faire leur pain à la maison ou instruire leurs enfants elles-mêmes. Enfin, certaines boulangeries feront du pain de meilleure qualité que d'autres. On les connaît bien généralement. Et puis certaines auront de délicieuses baguettes, tandis que d'autres feront plutôt un très bon pain de campagne. Et vous n'irez pas forcément dans la même boulangerie suivant ce que vous recherchez. De la même façon, certaines écoles font un bien meilleur travail éducatif que d'autres. Certaines seront plus adaptées à des enfants à haut potentiel, par exemple. D'autres auront une excellente approche pour les enfants dyslexiques ou neuroatypiques, ou simplement pour de grands sportifs. Bref,
Chaque école, comme chaque boulangerie, sera différente. Et il est juste que l'État effectue des contrôles dans les boulangeries. Vous avez une agence sanitaire qui est chargée de tout cela. Car le client ne peut pas passer derrière le comptoir et aller vérifier que les conditions d'hygiène et de sécurité ou de santé sont bien respectées. Pour autant, ce n'est pas le rôle de l'État que de conférer un label de qualité à une boulangerie, ou de les faire fermer si leur pain n'est pas assez bon. Qu'elles les fassent fermer si leur pain n'est pas produit dans des conditions hygiéniques, oui. Fermer parce que leur pain n'est pas bon? Non. Non, bien sûr que non. On compte simplement sur la loi de l'offre et la demande. Si une boulangerie propose du pain qui n'est pas bon, bien les clients se feront de plus en plus rares et la boulangerie devra mettre la clé sous la porte, c'est tout. Mais alors pourquoi ne pas utiliser le même modèle pour les écoles? Contrôler la sécurité des enfants, c'est très bien. Par exemple, en venant inspecter les locaux pour vérifier qu'ils sont bien aux normes, contrôler l'électricité, contrôler la plomberie, contrôler aussi le personnel qui y travaille et vérifier qu'il ne pose pas de danger vis-à-vis des enfants. On parle régulièrement d'agressions sexuelles faites par des enseignants sur des élèves. On parle aussi de dérives sectaires de certaines écoles, d'emprises dangereuses de certaines écoles sur les enfants. Que l'État contrôle et surveille tout cela, c'est très bien. Et c'est d'ailleurs le rôle de la Miviludes. Alors, la Miviludes n'existe plus vraiment en tant que telle, elle est rentrée dans le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, mais son rôle est toujours important et elle est toujours utile. Tout ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas à l'État de proposer un label, comme je le disais, de qualité aux écoles, pas plus qu'aux boulangeries. Et donc, pourquoi ne pas laisser aussi bien les parents instruire eux-mêmes leurs enfants qu'on laisse les familles fabriquer elles-mêmes leur pain? C'est exactement la même chose, en fait. Et de même que nous avons une responsabilité de nourrir nos enfants, physiquement, avec de l'alimentation, nous avons la responsabilité de les instruire. Et pourquoi ne pas partir du présupposé que les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants? Pourquoi partir du principe que les parents voudraient quelque chose qui soit mauvais pour leur enfant? Oui, cela arrive. Oui, c'est un danger et oui, les inspections sont importantes et précieuses pour tous, pour préserver les enfants. Mais dans l'immense majorité des cas, le travail est bien fait par les enfants, par les parents. Donc pourquoi partir sur une hypothèse de méfiance? En fait, l'Éducation nationale reconnaît elle-même, dans un vade-mecum qu'elle a publié il y a quelques mois, que 97% des contrôles en IEF sont satisfaisants. 97% des enfants instruits en famille le sont correctement. Alors pourquoi partir du présupposé qu'il faudrait absolument remettre ses enfants à l'école? Pourquoi partir du présupposé que les parents devraient faire la preuve de leurs compétences pour instruire leurs enfants? Pourquoi partir du présupposé que les parents exercent une emprise dangereuse sur leurs enfants ou représentent un danger pour leurs enfants? On contrôle beaucoup moins les enseignants qu'on ne contrôle les parents. Et pourtant, combien d'agressions sexuelles, par exemple, ont eu lieu à l'école? Combien de cas d'incompétence peut-on relever régulièrement à l'école? Bon. Et les parents, souvent, en savent beaucoup plus sur leur enfant en particulier, sur les difficultés de leur enfant en particulier, s'il y a une neuroatypie, s'il y a un trouble 10, s'il y a un TDAH ou quoi que ce soit. Les parents sont souvent, au final, mieux formés que les enseignants sur les difficultés qui sont spécifiques à leurs enfants. L'enseignant, lui, doit savoir un peu de tout. Il doit connaître un petit peu toutes les difficultés qui peuvent se présenter à lui, chez ses élèves. Le parent, lui, peut se spécialiser et apprendre à être le meilleur pédagogue pour ses propres enfants. Peut-être pas pour tous, mais pour ses propres enfants. Enfin, revenons-en à ce fameux motif balai qui a été rajouté à la loi. Parce que d'un côté, il y a ce problème de principe. On ne devrait pas, même pas du tout,
chercher à limiter ce droit fondamental qui est le nôtre. Mais bon, supposons que cette loi soit constitutionnelle. C'est qu'à mon avis, elle n'est absolument pas. Voici ce que mentionne l'article 21 de cette loi. Donc je vais vous en lire un extrait. L'autorisation mentionnée au premier alinéa, donc l'autorisation de pratiquer l'instruction en famille, ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l'enfant. 1. L'état de santé de l'enfant ou son handicap. 2. La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. 3. L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire. 4. Et là je vais vous demander toute votre attention, l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Avant tout, ce motif balai est terriblement flou et donc arbitraire. Qui va l'interpréter? Qui va décider? Qui va autoriser une famille à pratiquer l'IEF? À l'heure actuelle, il faut savoir par exemple que l'accès au CNED réglementé, c'est-à-dire au CNED gratuit pour les familles, fonctionne déjà un petit peu sur le même principe. C'est-à-dire que les parents doivent préparer un dossier et dans ce dossier, justifier de critères comme la pratique d'activités sportives intensives, etc., pour demander un accès gratuit au CNED pour leur enfant. Et il y a une personne dans chaque académie qui est chargée de lire ces dossiers et de les valider ou non. Une personne par académie. Eh bien, il y a encore quelques mois, une amie à moi a fait une demande pour pratique artistique intensive dans l'académie de Versailles. On lui a répondu que ce cas n'était pas prévu et n'était pas admissible pour l'académie de Versailles. Elle a alors présenté des documents qui émanaient d'autres académies et qui disaient bien que dans ces autres académies, la pratique artistique intensive était un critère suffisant pour accéder au CNED réglementé. Force a été, pour la personne chargée du dossier, de prendre en compte cette demande. Mais vous voyez que si mon amie ne s'était pas plainte, si elle n'avait pas poussé la demande un peu plus loin en apportant des preuves que dans d'autres académies ça se faisait, eh bien ces enfants n'auraient pas eu accès au CNED réglementé. Et on voit donc qu'il y a un arbitraire qui va se créer. D'une académie à l'autre, les décisions ne seront peut-être pas les mêmes. D'une année à l'autre, les décisions ne seront peut-être pas les mêmes. Qui va prendre ces décisions et sur quels critères, puisque le projet de loi est totalement flou en la matière. Ensuite, il y a un véritable problème dans cet article de loi, dans l'expression « l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant ». Que veut dire le législateur? C'est bien simple. Chez nous, il n'y a pas de situation particulière propre à l'enfant. On ne pratique pas l'instruction en famille parce que l'un de nos enfants aurait un problème, ou un trouble, ou une difficulté, ou une situation particulière. Notre seule situation particulière, c'est que nous faisons le choix d'une pédagogie spécifique pour nos enfants. C'est tout. Ça veut dire que nous, par exemple, avec nos 5 enfants, nous ne rentrerions pas du tout dans le cadre de cette dérogation. Nous ne pourrions pas continuer l'instruction en famille l'année prochaine. Pourtant, j'ai l'orgueil de croire que depuis 8 ans, nous faisons du bon travail pour instruire nos enfants. Chaque année, le compte-rendu d'inspection est positif. L'inspecteur peut vérifier que nos enfants sont instruits correctement. Ça fait 8 ans que nous le faisons, avec beaucoup d'implication, beaucoup de dévouement. Je pense vraiment qu'on ne peut pas nous accuser de ne pas en faire assez pour nos enfants. Malgré tout, avec ce projet de loi en l'état, nous serions forcés d'arrêter l'année prochaine. Ça me rend malade. Et puis, il y a cet oubli total que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses, comme le mentionne la loi, n'ont pas à être exclues de leur choix éducatif. Nous avons le droit d'instruire nos enfants et de les éduquer au sens plus large en tenant compte de nos convictions les plus profondes, bien sûr. Heureusement. Et puis quoi encore?
vous vous rendez compte jusqu'où on en arrive? C'est-à-dire que la religion n'a pas sa place à l'école, certes, mais on en arrive à ce que la religion n'ait même plus sa place dans la famille, dans ce que les parents peuvent transmettre à leurs enfants. Et on a tellement voulu empêcher ce cas où les parents voudraient transmettre des convictions, donc politiques, philosophiques ou religieuses à leurs enfants, que la décision de faire l'instruction en famille ne doit pas relever de ces considérations-là, et que ça doit partir uniquement d'une situation spécifique propre à l'enfant. Bon, au-delà de ce problème de flou, d'imprécision de cet article, de l'arbitraire que ça va créer, des inégalités entre académies, il y a un vrai problème pratique. Sous quel délai va-t-on obtenir cette fameuse autorisation de faire l'IEF ? Déjà aujourd'hui, dans notre académie, vous savez que pour pratiquer l'instruction en famille, vous le savez peut-être, nous devons envoyer une déclaration tous les ans, au moment de la rentrée, juste avant la rentrée, pour indiquer que nos enfants seront instruits en famille. Eh bien, cette année encore, dans l'Académie de Versailles, il a fallu 3 mois pour que nous recevions les récépissés de nos déclarations. Et encore, pour l'un d'entre eux, il a fallu attendre 3 mois et demi. Est-ce normal ? Alors, ce ne sont que de simples récépissés de déclaration. C'est-à-dire que c'est un pur travail administratif. Il faut prendre le courrier et en accuser réception avec un courrier tout fait. 3 mois de délai. Comment ça va-t-il se passer lorsqu'il s'agira d'étudier un dossier, de le valider ou non, et de renvoyer une réponse justifiée aux parents ? Sachant que la loi n'est toujours pas votée à l'heure actuelle. Et puis, qui va traiter ces dossiers ? Il n'y a pas d'embauche prévue au niveau des services de l'inspection académique. Donc, qui va s'en charger ? Les personnes qui s'occupent actuellement des dossiers du CNED, elles vont être débordées. Débordées. Ce sont 35 000 dossiers qu'il va falloir gérer. C'est absolument impossible. 30 ou 35 000 dossiers. Le problème, c'est que si on n'obtient pas cette autorisation suffisamment tôt, il sera beaucoup trop tard pour s'inscrire dans les écoles. Dans beaucoup d'écoles, les inscriptions sont déjà closes, en particulier des écoles hors contrat. Dans le privé sous contrat, je me suis renseignée un peu autour de chez nous. Dans beaucoup d'écoles, les inscriptions en 6e sont déjà terminées depuis longtemps. Les classes sont pleines. Je ne parle même pas des classes avec des options spécifiques, comme des classes bilingues, ou avec une option particulière. Donc si l'État s'imagine pouvoir nous donner une réponse en septembre pour nous dire non, vous ne pouvez pas faire l'IEF cette année, ça veut dire que le seul choix qu'il nous laisse, c'est de mettre nos enfants dans l'école publique. Et je suis désolée, mais c'est bafouer totalement notre liberté éducative. Et puis, faudra-t-il recommencer tous les ans, faire un nouveau dossier chaque année ? Faudra-t-il demander une autorisation par enfant ? Puisque ça doit partir d'une situation particulière propre à l'enfant. Donc il nous faudra faire un dossier pour chaque enfant, et peut-être que nous aurons l'autorisation pour 2 de nos enfants, mais pas les 3 autres ? Sérieusement, comment ça va-t-il se passer ? C'est totalement ubuesque. Et puis, toujours dans cet article, c'est sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l'instruction en famille, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment allons-nous faire cette preuve que nous sommes capables d'instruire nos enfants ? Alors certains voudraient imposer un certain niveau scolaire aux parents, ce que je trouve profondément choquant. Et pourtant, je suis lourdement diplômée, donc ce n'est pas mon intérêt personnel qui parle, mais je connais beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme, certains pas de bac ou pas de brevet, et qui ont énormément à transmettre à leurs enfants, et qui choisissent des supports, ou qui choisissent même des intervenants pour pallier leurs faiblesses dans certains domaines. Certaines personnes ne sont pas douées en maths ou en anglais et vont faire venir quelqu'un spécialement pour ce domaine, ou vont envoyer leurs enfants faire des ateliers spécifiques ou des stages spécifiques avec certaines personnes. Mais imposer un diplôme, ça n'a aucun sens.
Mais par ailleurs, quel intérêt à demander aux parents de faire la preuve de leur capacité à instruire leurs enfants si ce n'est créer une lourdeur administrative supplémentaire qui va enterrer les familles sous une montagne de papiers et de dossiers. Je vous le disais un peu plus tôt dans ce podcast, 97% des contrôles sont satisfaisants. Ne serait-il donc pas plus simple et plus efficace de faire confiance a priori et de venir contrôler ensuite? C'est quand même beaucoup plus logique, non? Au pire, on peut d'ailleurs prévoir un premier contrôle très rapidement après une première déclaration. Par exemple, au bout de 3 mois, que l'inspecteur vienne voir comment ça se passe. Au pire, les enfants auront eu 3 mois d'instruction un peu bâclée. Ça n'a rien de dramatique, tout le monde s'en remettra. Et ainsi, au bout de 3 mois, si l'inspecteur constate des faiblesses, il pourra orienter la famille, la guider, l'aider dans ses choix pédagogiques, lui offrir l'opportunité d'un deuxième contrôle, et là, si ça n'est toujours pas satisfaisant, demander une rescolarisation. Mais c'est quand même un système beaucoup plus simple, c'est le système existant. Plutôt que de demander aux parents de faire la preuve de leur capacité, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop sur quels critères, sachant que de toute façon, il y aura malgré tout une inspection dans l'année. Bon. Pour résumer, cet article 21, il est à la fois liberticide et impossible à mettre en pratique. Alors je comprends que les députés aient besoin de faire des propositions, de ne pas être simplement en réaction à ce projet présenté par le gouvernement et qu'ils aient besoin de faire des contre-propositions. Alors voici quelques contre-propositions que j'ai soumises à notre député, à d'autres députés également avec qui j'ai été en contact et que je vous invite à relayer, si vous êtes d'accord avec elle, auprès de votre propre député, en lui demandant de voter pour la suppression de cet article 21 tel qu'il est. C'est vraiment ce qu'il faut exiger, c'est la suppression pure et simple de cet article. Mais on peut faire d'autres propositions. Par exemple, accompagner les mères pour mieux repérer les familles qui ne se déclarent pas en IEF, car c'est plutôt là qu'il y a un problème. Les familles qui respectent la loi, qui se déclarent, sont dans les clous, elles sont contrôlées tous les ans. L'État peut vérifier que les enfants sont instruits en toute sécurité. Les familles qui ne se déclarent pas, certaines, c'est pour éviter des inspections qu'elles considèrent comme intrusives, mais c'est plutôt là qu'il y a, dans certains cas, un risque de dérive sectaire ou de séparatisme. Donc on peut accompagner les mères pour repérer ces familles qui ne se déclarent pas, par exemple en montant des cellules contre l'évitement scolaire, comme ça a été le cas à Roubaix, Tourcoing et 4 autres communes du Nord qui ont mis en place ce système avec un assez grand succès. Alors, il est bon de savoir que la ministre déléguée à la ville a justement annoncé hier, le 11 janvier, à l'Assemblée nationale, un déploiement de telles cellules anti-évitement scolaire dans tous les territoires qui sont labellisés cités éducatives. Elle a même ajouté car ce protocole a fait ses preuves. Alors, c'est très bien, hein, mais justement, si ce protocole a fait ses preuves, pourquoi chercher d'autres mesures alors qu'on pourrait plutôt faire ramener à l'école des enfants qui ne reçoivent aucune instruction, des enfants invisibles, des enfants de l'ombre, des enfants de sans-papiers, des enfants de migrants, des enfants qui vivent dans des conditions de misère terribles et qui ne sont pas déclarés, dont on n'a pas vraiment trace. Et pour ça, il faut recouper les fichiers, avec en particulier les fichiers de la CAF, et c'est très compliqué. Par ailleurs, une fois que ce travail de prévention, je dirais, a été fait, on peut augmenter le montant de la contravention pour les familles qui ne se déclarent pas. Alors bien sûr, avant tout, il faut simplement leur rappeler la loi, mais il y a toujours certaines familles qui, malgré un rappel à la loi, refusent de mettre leur enfant à l'école ou de les déclarer en instruction en famille et d'assurer leur instruction en famille. Donc on peut augmenter le montant de la contravention pour elles, qui est actuellement très faible. On peut aussi supprimer les allocations familiales. Ça ne me réjouit pas, mais ça me semble juste. Si les parents n'assument pas leurs responsabilités de parents, on ne va pas leur donner des allocations familiales. C'est quand même paradoxal. On pourrait aussi augmenter le nombre d'inspecteurs pour que 100% des familles puissent être inspectées chaque année. Ça n'est pas totalement le cas à l'heure actuelle.
nous avons été inspectés tous les ans depuis que nos enfants sont en IEF. Ça n'est pas toujours le cas partout. Voilà. Donc autant augmenter le nombre d'inspecteurs pour que ce soit possible. Et il vaut mieux employer ces inspecteurs à aller faire un contrôle chez 100% des familles, plutôt que de les employer à traiter des dossiers pour savoir si les parents ont le droit de pratiquer l'instruction en famille en amont. Et puis, tant que le nombre d'inspecteurs reste trop faible, on peut dresser une liste de familles à inspecter en priorité. Alors, vous allez dire que je parle pour moi, mais non, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment d'urgence, vous le reconnaîtrez bien, à inspecter des familles qui sont connues des services académiques, chez qui les rapports sont positifs depuis des années. Honnêtement, ça ne me dérange pas d'être inspecté. Mais si l'État veut vraiment bien faire son travail, il faut avouer que nous ne sommes pas une famille prioritaire à inspecter. Peut-être qu'une inspection tous les 2 ans serait suffisante chez nous. Nous avons fait la preuve depuis des années que nous faisions notre travail correctement. En revanche, les inspecteurs pourraient inspecter en priorité les nouvelles familles qui se lancent dans l'IEF et celles qui ont eu un premier contrôle insatisfaisant. Peut-être celles qui ont eu un contrôle insatisfaisant une année précédente et vérifier qu'une année après, qui ont eu un premier contrôle insatisfaisant, un deuxième contrôle satisfaisant la même année, et donc peut-être vérifier l'année d'après que l'effort est toujours maintenu. Bon, ça ne me réjouit pas, et j'aimerais autant que tout le monde puisse être inspecté, tout simplement. Mais pour ça, il faut augmenter le personnel. Alors, je vous ai beaucoup parlé de l'IEF, mais je voudrais quand même mentionner autre chose, c'est que dans ce projet de loi, il y a également une attaque très forte contre les écoles hors contrat, les écoles indépendantes. Et tout cela va ensemble. Il ne faut surtout pas que l'on se monte les uns contre les autres. Certains cours par correspondance ont essayé de tirer leur épingle du jeu en disant « nous ne sommes pas comme les familles lambda qui font l'instruction en famille, nous méritons un statut à part ». Là, en fait, tout le monde est attaqué, donc nous devons vraiment faire front commun. Donc je voulais vous parler un petit peu du problème des écoles hors contrat. Et vous avez Anne Coffinier, qui est présidente de la Fondation Kairos, qui, depuis des années et des années, aide des écoles hors contrat à se créer, à travers l'association Créer son école. C'est l'ancienne présidente de la Fondation pour l'école, qui donne aussi de nombreuses bourses, de nombreuses aides aux écoles indépendantes. Et bref, elle a été auditionnée avec d'autres associations similaires, Éduc France, etc., à l'Assemblée, à la commission chargée de l'examen de ce projet de loi, là aussi hier, le lundi 11 janvier. Et elle a rappelé différents points qui sont, à mon avis, extrêmement justes sur les écoles hors contrat. Alors, ce qui est remarquable, je trouve, de sa part, c'est que son métier et sa fonction, si vous voulez, consiste avant tout à défendre les écoles hors contrat. Mais depuis le début, elle se bat aussi pour notre droit à l'IEF, en rappelant que c'est totalement anticonstitutionnel. Donc voilà, elle s'est beaucoup battue hier encore sur ce sujet. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, elle a rappelé que la liberté d'enseignement était un tout. Elle s'est opposée à l'article 22 de ce projet de loi également, donc l'article 21 qui nous concerne, mais aussi à l'article 22, qui prévoit que les écoles pourraient désormais être fermées uniquement par action du préfet. Ce serait une fermeture administrative et non plus une fermeture judiciaire. Il n'y aurait plus besoin de la décision d'un juge pour fermer une école hors contrat. Et elle voit 3 raisons pour lesquelles ce projet est nuisible. Ou en tout cas inutile. Première raison, l'État n'y gagnera pas en rapidité d'action face au séparatisme. À l'heure actuelle, l'État peut imposer aux parents de scolariser leurs enfants ailleurs que dans cet établissement hors contrat, sous 15 jours. Exactement comme pour l'IEF. Si l'État, donc l'inspection, considère que l'instruction fournie aux enfants n'est pas satisfaisante, elle peut imposer aux parents de les scolariser ailleurs sous 15 jours. Il n'a même pas besoin du juge, c'est une simple mise en demeure des parents par le recteur. Chaque mois, d'ailleurs, notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mentionne un certain nombre d'écoles qu'il a fermées. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est déjà possible et ça se fait sans problème. On n'a pas besoin
de faire appel à cette fermeture de l'établissement. En fait, la seule différence avec la fermeture administrative, c'est que l'établissement fermerait, alors qu'avec ce système actuel, l'établissement techniquement reste ouvert, mais sans élèves. Donc, où est le problème ? L'important est que les élèves bénéficient d'une bonne instruction. Qu'il y ait une coquille vide qui reste et qui soit fermée plus tard, que cela prenne plus de temps, ça n'a aucune importance. Bon, par ailleurs, cet article 22 sur les écoles hors contrat, il réduit considérablement nos libertés, sans pour autant apporter quelque chose de vraiment utile pour la défense des droits de l'enfant. C'est une atteinte à la liberté d'enseignement qui n'est pas du tout proportionnée au risque. Et puis, nous avons un juge judiciaire, qu'on appelle le juge des libertés, le plus souvent, qui est le protecteur de nos libertés. Il est important que ce soit à lui que revienne la décision de fermer une école et d'imposer une rescolarisation aux enfants. Alors, le recteur peut imposer une rescolarisation aux enfants, mais c'est important que ce soit ce juge des libertés qui prenne cette décision. On voudrait faire passer cette décision au juge administratif ou au préfet. Un juge administratif, malheureusement, fait partie de l'administration. Il est partie prenante, si vous voulez, dans le problème. On n'a plus quelqu'un d'impartial, en dehors du système, pour prendre cette décision. Donc c'est un vrai problème. Par ailleurs, si on passe à un mode de fermeture par le juge administratif, ça veut dire que la preuve de la qualité de l'instruction reposera sur l'école que l'on veut fermer et non plus sur l'administration. Donc ça veut dire que l'école devra faire la preuve que son instruction est de qualité, alors qu'à l'heure actuelle, c'est l'administration qui doit faire la preuve que l'instruction n'est pas de bonne qualité. Et vous reconnaîtrez que c'est beaucoup plus facile dans un sens que dans l'autre. C'est très compliqué de faire la preuve de la qualité de quelque chose. C'est beaucoup plus facile d'en pointer les défauts. Enfin, Anne Coffinier mentionnait différents points, un peu comme je l'ai fait avec mes contre-propositions pour l'IEF, ce que l'on pourrait faire de plus utile pour lutter contre le séparatisme. Vous remarquerez d'ailleurs que ces points sont très similaires aux miens. Sachez que voilà, nous avons, je pense, nous avons abouti à ces propositions de façon indépendante, mais ça n'est guère surprenant parce que c'est le bon sens qui parle. De son côté, elle estime qu'on gagnerait à appliquer la loi Gatel, donc la loi qui régit actuellement les écoles hors contrat, en inspectant 100% des écoles lors de leur année d'ouverture. Tout comme j'aimerais que l'on inspecte 100% des familles qui en sont à leur première année, au moins. C'est ce que prévoit la loi d'ailleurs, mais à l'heure actuelle, seulement 80% des écoles libres sont inspectées la première année. Donc on peut améliorer cela, et ça serait une bonne chose, aucun problème. Elle dit qu'il faut aussi oser concentrer et renforcer les contrôles sur les écoles implantées dans des zones à fort risque séparatiste. Alors ça rejoint un petit peu ce que je dis quand je dis qu'il faut essayer aussi de privilégier les contrôles chez des familles qui ont déjà eu des contrôles insatisfaisants dans le passé, et donc il faut peut-être surveiller un peu plus. Elle parle de transformer la composition des missions de contrôle pour y introduire plus de spécialistes du séparatisme et définir clairement ce qu'est le séparatisme. Là encore, c'est comme l'article 21 qui est totalement flou. Tant qu'on ne définit pas les choses clairement, on soumet la population à l'arbitraire. Ça veut dire que les choses vont dépendre de l'inspecteur, vont dépendre de telle personne qui contrôle les écoles. Accorder la vraie priorité également à la prise en charge des décrocheurs et des absentéistes de l'enseignement public, qui sont déscolarisés une partie du temps et qui sont au contact des circuits de radicalisation et à la traque des écoles clandestines. Exactement comme lorsque je parle d'aider les mères à repérer les familles qui ne se déclarent pas, de créer ces fameuses cellules contre l'évitement scolaire, et puis de lutter contre... Les écoles clandestines, souvent, sont justement remplies de familles qui ne se déclarent pas en IEF. Donc les deux sont totalement liés. Elle ajoute aussi faire aimer la France charnellement et revisiter les programmes et la formation des professeurs pour valoriser notre culture et notre histoire. Bref, faire aimer la France à nos enfants
ce qui est clairement le meilleur rempart contre le séparatisme. Enfin, Anne Coffinier rappelle que les écoles libres hors contrat, comme l'instruction en famille au demeurant, constituent une nécessaire soupape de sécurité pour l'école publique ou sous contrat. Il faut arrêter de limiter la création d'écoles, le nombre de familles qui pratiquent l'instruction en famille. L'éducation nationale n'arrive pas à assurer une instruction de qualité pour tous. Les enfants ont besoin de cette soupape de sécurité. Ils ont besoin de pouvoir aller dans une école plus adaptée, sans dépendre de la carte scolaire. Ils ont besoin parfois de passer une année, parfois simplement 6 mois en famille, pour se régénérer, pour résoudre certaines difficultés. Et l'école publique se veut inclusive, mais à l'heure actuelle, elle ne l'est pas encore. Elle s'efforce de l'être et c'est très bien, mais on n'en est pas encore là. Il faut absolument, absolument préserver cette liberté d'instruction en famille et cette liberté du choix des écoles hors contrat pour que ces enfants différents soient davantage respectés et puissent recevoir une instruction de qualité qui leur soit adaptée. Un autre point pose problème encore un peu plus loin dans l'article 23, c'est que à l'heure actuelle, le gouvernement a bloqué tous les contrats d'association avec les écoles, c'est-à-dire que il y a quelque temps, une école hors contrat, après, je crois, 5 ans d'existence, pouvait demander à passer sous contrat avec l'État. L'avantage pour l'école, c'est qu'à ce moment-là, les enseignants se retrouvent payés par l'État et cela diminue donc considérablement les coûts pour les parents. Eh bien, l'État a totalement bloqué ce dispositif. Et l'article 23 ne clarifie pas les conditions du passage sous contrat. Donc on a encore un problème à ce niveau-là. Alors, avec tout ça, me direz-vous, que pouvons-nous faire ? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est contacter votre député. Prenez rendez-vous avec lui pour lui expliquer. Ne vous contentez pas d'envoyer un courrier. Prenez rendez-vous avec lui ou avec son collaborateur parlementaire, son assistant, pour exprimer ce qui vous pose problème dans ce projet de loi. Vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai mentionné là ou faire part de vos propres inquiétudes, mais prenez rendez-vous avec votre député, ça marche. Cela a un effet. Ça fait 2 fois que nous prenons rendez-vous avec notre député. Et vraiment, j'ai énormément de retours de personnes qui prennent rendez-vous. Cela a une influence puissante sur les députés et donc sur la loi qui va réellement être votée. Vous pouvez aussi contacter les députés de la commission chargée de l'examen de cette loi. Alors comme ils sont actuellement réunis en commission, qu'ils font passer des auditions, etc., ils ne seront peut-être pas très disponibles, donc vous rencontrerez peut-être encore plus leurs collaborateurs parlementaires, mais sachez que c'est le rôle des collaborateurs parlementaires que de réunir des informations, de les collecter, de les synthétiser et de les transmettre à leurs députés. Donc ne vous inquiétez pas, si vous rencontrez un collaborateur parlementaire, il fera le travail de transmission vers le député. Autre possibilité, vous pouvez manifester dans les weekly, les week-ends extraordinaires pour la liberté d'instruction qui ont peut-être lieu près de chez vous. Il va y en avoir un bientôt en région parisienne. Mais je vous en prie, je vous en supplie vraiment, agissez pour préserver cette liberté d'instruction. Vous êtes concernés, même si votre enfant n'est pas en IEF, même s'il n'est pas en école hors contrat. Un jour, vous pourriez en avoir besoin. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus cette liberté. Si en attendant, vous pratiquez l'instruction en famille et que vous avez besoin de soutien, je vous rappelle que je propose un accompagnement qui est spécifique. L'accompagnement parentalité et IEF Montessori. C'est aussi valable pour les parents qui pratiquent le co-schooling, c'est-à-dire qui veulent partager des apprentissages avec leurs enfants, même en dehors de l'école. Il s'agit d'une communauté sur abonnement mensuel que vous pouvez quitter à tout moment, si vous n'y trouvez plus votre compte ou si ce fameux projet de loi passe et que vous devez renoncer à l'IEF. Et vous y trouverez beaucoup de choses, des ressources sur des thèmes différents chaque mois, des séances de questions-réponses 2 fois par mois où vous pourrez me poser toutes vos questions, vous pourrez échanger avec tous les membres de la communauté, et surtout un très très beau réseau de soutien d'une 50aine de familles, donc ça reste intime. Il y a de très belles amitiés qui se sont formées dans ce groupe, j'en suis vraiment très très heureuse, et chaque semaine on a une publication sur notre groupe Facebook privé où
chacun peut mettre ses objectifs pour la semaine. Et puis, en fin de semaine, on va voir ce que les autres ont fait. On dit, alors, est-ce que tu as réussi à faire ça? Chacun s'entraide. C'est un très, très, très bel esprit de soutien entre nous tous. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. C'est un sujet grave, comme je vous le disais, et j'espère pouvoir vous parler de choses un peu plus légères une autre fois, pour finir tout de même. Vous savez que j'aime bien vous parler de temps en temps des activités préférées de nos enfants. Et alors je voudrais vous dire deux choses. J'admire beaucoup en ce moment j'observe beaucoup en ce moment chez notre petit dernier, Étienne, qui a 15 mois. Je dis pas de bêtises, oui, 15 mois et demi. La période sensible de l'ordre. Et c'est très amusant parce qu'en fait, il ramasse plein de choses par terre qu'il vient apporter à son propriétaire. Par exemple, il a ramassé tout à l'heure une petite peluche de bébé Yoda qui appartient à sa grande sœur de 3 ans et il est venu la lui rapporter. Il savait très bien que c'était à elle. Tout à l'heure, j'ai commencé à mettre une chaussure, il m'a apporté la deuxième. Bon, c'était pas exactement la même, mais une chaussure qui ressemblait, qui aurait pu être la deuxième. S'il y a un chausson de mon mari qui traîne, il va le lui apporter aussi pour qu'il le range. Et voilà, je trouve ça remarquable de se dire qu'un petit enfant de 15 mois, ce n'est pas Étienne qui est particulièrement exceptionnel, c'est propre aux enfants, aux tout petits. Un petit enfant de 15 mois a déjà en lui ce besoin d'ordre, cette volonté de ramener les choses à leur place. Et je trouve ça toujours incroyable à observer, surtout quand on voit à quel point les plus grands sont capables de mettre du bazar et sont beaucoup, beaucoup moins intéressés par l'ordre. Et puis un autre petit jeu qu'il aime beaucoup en ce moment, c'est d'utiliser des capsules de bière. Désolée, ça n'est peut-être pas très moral de donner des capsules de bière à un bébé. Mais voilà, il aime beaucoup jouer avec des capsules de bière qu'il met dans un verre. Et donc c'est son grand jeu parce que les capsules de bière du coup font du bruit dans le verre. Ça fait un joli ting à chaque fois que ça tombe. Et donc il aime beaucoup ça. Voilà. Si ça peut vous inspirer pour occuper votre tout petit, ce sera toujours une bonne chose. Eh bien, je vous souhaite donc une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle année, pas toujours facile, et pour accepter ou vous battre contre ce projet de loi qui est une véritable plaie pour notre liberté d'instruction. Je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.